Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à cette dernière présentation résumée du dernier chapitre du cours physique 5061. Donc aujourd'hui, on parle du mouvement en deux dimensions. Qu'est-ce que j'entends lorsque je parle de deux dimensions? En fait, au chapitre précédent, on avait parlé du mouvement en une dimension, où on avait étudié les MRU et les MRUA. Dans ce cas-ci, on va travailler en deux dimensions, donc je vais rajouter une dimension. À ce moment-là, je pourrais avoir par exemple un projectile, donc quelque chose que je lance, qui va avoir une portée en X et une hauteur en Y. On pourrait aussi parler de quelque chose qui est en orbite autour de la Terre, ou on pourrait parler d'une voiture de course qui tourne autour d'un circuit. Donc à ce moment-là, je vais vraiment avoir la dimension en X et en Y. Évidemment, vous doutez qu'il y a trois dimensions qui existent. La troisième dimension se traite un peu de la même façon. Par contre, elle ne sera pas traitée dans le cadre de ce cours. Donc, pour vous expliquer un mouvement en deux dimensions autre qu'un projectile, ce que je voulais vous démontrer par rapport à l'accélération versus la vitesse, c'est sur une piste de course. Donc ici, j'ai 4 points qui vont m'intéresser dans la piste de course. Donc, il y a le point de départ, le point 1. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la course, mais je vous l'annonce. En général, au point de départ, on accélère. Donc, c'est ce qui va arriver ici. Au point 2, j'ai une courbe. Donc, le vecteur vitesse va avoir la même norme. Autrement dit, sur mon tableau de bord, la norme de mon vecteur vitesse va toujours être la même. Par contre, je change d'orientation parce que je suis en train de tourner. Au point 3, je vous l'annonce aussi, quand on arrive devant une ligne droite, généralement dans une course, on accélère. Donc le vecteur vitesse va être de plus en plus élevé. Et au point 4, ben, à moins de vouloir aller pêcher du poisson, je vais décélérer parce que la courbe est beaucoup plus prononcée. Donc je vais vouloir appuyer un peu sur les freins. Au niveau de mon accélération, ce que je vois quand j'ai une accélération, donc au point 1 et au point 3, c'est que l'accélération est dans le même sens que ma vitesse. Donc, c'est ce qui me permet d'accélérer. Au point 4, je suis encore dans un mouvement en une seule dimension parce que j'ai la même orientation, mais je n'ai pas le même sens de mon vecteur par contre. Donc, comme je veux décélérer, mon accélération va être dans le sens contraire à ma vitesse. Et si je regarde le point 2, qui est plutôt particulier, puis ça c'est nouveau, là on travaille en deux dimensions. Pour être capable de garder le vecteur vitesse équivalent, la norme du vecteur vitesse équivalente, mais à être capable de changer son orientation, ça me prend une accélération. J'ai pas le choix. Par contre, cette accélération-là ne me fait pas changer la norme de mon facteur vitesse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais avoir une accélération qui est toujours perpendiculaire à mon mouvement. C'est ce qui me permet d'avoir cette rotation-là. Si j'étais pas parfaitement perpendiculaire, autrement dit, si l'angle n'était pas tout à fait droit, ben, je pourrais quand même tourner, mais à ce moment-là, je tournerais en accélérant ou je tournerais en décélérant, tout dépendamment de l'orientation de mon vecteur accélération. Donc, commençons à attaquer un mouvement en deux dimensions. Donc ici, j'ai un bonhomme qui lance une boule de neige. La première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder les différents vecteurs reliés à cet événement-là, donc ce problème-là. Donc, la première chose que je vais regarder, c'est mon vecteur déplacement. Le vecteur déplacement, c'est toujours du début à la fin. Donc, dans le fond, de la main du bonhomme jusqu'à temps que ça atteigne le sol. La deuxième chose que je vais regarder, c'est les vecteurs vitesse. J'ai mis plus qu'un vecteur vitesse ici pour être sûr que ce soit bien clair. Dans le fond, l'idée, c'est que la balle de neige va quitter la main à une certaine vitesse. Il va décélérer jusqu'à temps que j'atteigne le sommet, donc le maximum de ma hauteur. Et par la suite, je vais me mettre à accélérer vers le sol. L'accélération est toujours de moins 8,9 mètres par seconde carrée et elle est toujours heureusement dirigée vers le sol, sinon on pourrait sauter un petit peu trop à notre goût. Au niveau des projectiles, ce qui est important de comprendre en fait, c'est que ce que je vais dire, c'est pas juste pour les projectiles, c'est pour tous les mouvements en deux dimensions. Ce que je veux faire, c'est décomposer mon mouvement. Je veux pouvoir percevoir mon mouvement selon différents référentiels. Et c'est très, très important que vous soyez capable de le faire. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous expliquer ce qui se passe au niveau de mon mouvement de balle de neige, mais vu par différents observateurs. Et ces observateurs-là vont voir ce même mouvement de projectile en deux dimensions. Eux vont les voir en une seule dimension.
Et en une dimension, c'est facile de faire les calculs. On a déjà toutes les formules possibles pour être capable de faire notre calcul. Donc, on va vraiment séparer mon mouvement en X et en Y pour être capable d'analyser la situation. Donc ici, si je prends le même mouvement, donc mon bonhomme qui lançait une balle de neige, et que je le vois selon le regard de mon petit bonhomme qui est dans sa montgolfière. Pour lui, qu'est-ce qu'il voit? Il va voir simplement une balle de neige monter et redescendre. Donc pour lui, c'est seulement un MRUA parce qu'il ne voit pas la profondeur. Donc, comme c'est seulement un MRUA, ben, je vais pouvoir utiliser les formules de MRUA qu'on connaît et donc qu'on va être capable d'utiliser dans le contexte. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la première vidéo, que ici, j'ai pas fait d'erreur en disant plus une demi A delta T carré dans la deuxième formule. En fait, dans votre livre, on vous donne deux formules différentes par rapport au MRUA. J'aime pas la façon de faire du livre dans ce cas-ci. Donc moi, je préfère dire il y a seulement une formule, c'est toujours un A qui va là. Seulement, quand on travaille en Y, quand on travaille avec l'accélération gravitationnelle, il ne faut pas oublier que l'accélération est vers le bas, donc elle est négative. Donc, je vais avoir un moins 9,8 mètres par seconde carré. Et c'est de là que vient le moins dans la deuxième formule du manuel. Mais j'aime pas, comme je vous dis, leur façon de le voir. J'aime mieux qu'on parle vraiment d'une accélération, dans le fond, qui est négative dans un calcul où il y a une addition. Maintenant, si je regarde un deuxième point de vue du même mouvement, donc je prends par exemple ici mes chauves-souris. Mes chauves-souris vont voir le déplacement de ma balle qui passe par-dessus par-dessus leur tête, en fait. Donc ici, qu'est-ce qu'ils vont voir? Qu'est-ce qu'elles vont voir, les deux chauves-souris? Elles vont voir la balle qui se déplace de cette façon-là. Pour eux, c'est un MRU. Donc, c'est pas un MRUA. Pourquoi? Parce que j'ai aucune accélération dans ce sens-là. Pensez-y, il n'y a rien qui accélère. Évidemment, là, je néglige la friction de l'air, je néglige le vent et tout ça, mais ça reste qu'il n'y a rien qui fait accélérer ma balle de neige dans ce sens-là. Donc, l'accélération est vraiment en X et non en Y plutôt et non en X. Donc, il n'y a aucune accélération. Donc, on parle ici d'un MRU. Donc, on va pouvoir utiliser la formule qu'on connaît, qui est V, qui est égale à la vitesse et le déplacement sur la variation de temps. Évidemment, le projectile, c'est le fait d'unir ces deux mouvements-là ensemble. Donc, je vais avoir en Y mon MRUA comme je l'ai vu du petit bonhomme de ma montgolfière, en X mon MRU comme je l'ai vu des chauves-souris, et ensemble, ça va me donner mon projectile. Maintenant, comment je fais pour manœuvrer entre tout ça et être capable de regrouper tout ça? Ben, je vais aller chercher la donnée qui est partout pareille. La vitesse n'est pas partout pareil, parce que si je regarde en X puis en Y, c'est pas la même chose. L'accélération n'est pas partout pareil. L'accélération, je l'ai juste en Y, j'ai aucune accélération en X. Donc, c'est quoi la seule donnée? Ben, ça me prend une donnée qui est scalaire. Donc, il n'y a aucune orientation. C'est quoi la seule donnée scalaire? Évidemment, c'est le temps. Donc, le temps pour que ma balle, que ce soit pour le type dans le montgolfière, que ce soit pour moi, observateur à côté, qui voit très bien mon projectile, ou que ce soit pour mes chauves-souris, pour eux, le temps de vol va toujours être le même. Donc, c'est c'est la donnée qui va me permettre de passer de un à l'autre généralement. Si vous avez si c'est encore flou pour vous, très bientôt, il va y avoir une capsule qui va être mise en ligne. Donc, c'est une capsule où est-ce que je vais vous donner des exemples de projectiles et des exemples de calculs pour être capable justement de manœuvrer de X en Y et de Y en X. Mais je l'ai fait en deux vidéos. Je trouvais ça plus simple comme ça et plus parlant comme ça. Autre élément super important quand on parle des mouvements en deux dimensions, c'est d'être capable de séparer ces vecteurs vitesse selon leurs composantes en X et en Y. Donc, si par exemple je prends ce vecteur, je sais que en allant chercher, si je veux aller chercher les composantes, je vais me retrouver à avoir un triangle rectangle. En ayant un triangle rectangle, je peux donc utiliser les rapports trigonométriques. Donc, je sais que mon sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Ici, mon côté opposé, c'est la norme de mon vecteur Y divisé par la norme de mon vecteur vitesse globale, si on veut. Donc, à ce moment-là, si je veux savoir le VY simplement, je sais que c'est V fois sin de θ. C'est le même principe avec Vx, seulement au lieu d'utiliser le sinus, je vais utiliser le cosinus, donc qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Si vous avez de la difficulté avec votre trigonométrie, je vous invite à aller voir la capsule qui est déposée dans la section coup de pouce de ma chaîne YouTube.
Donc, dans le fond, c'est une capsule qui a trait à la trigonométrie et qui va vous rappeler là, tout ce qui concerne Pythagore et SOHCAHTOA et tout ça. Donc, que vous soyez capable de décomposer vos vecteurs correctement. Ce qui est important dans ce genre de problème, c'est d'être capable vraiment de placer son référentiel. Donc, d'être capable de dire à quel endroit mon y est égal à 0, par exemple. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans différents problèmes, je pourrais mettre mon y à différents endroits, arriver à la même solution, puis que ce soit correct comme démarche. Donc, c'est important d'identifier son y. Il y a aussi des valeurs qui vont être implicites dans le problème, comme c'était le cas pour le mouvement à une dimension. Donc ici, il y a 3 points dans mon projectile qui est important. Le premier point, c'est mon point de départ. Le deuxième point, c'est le maximum la hauteur maximale de ma trajectoire. Et le troisième point, c'est la fin de mon mouvement. Donc généralement, quand je vais atteindre le sol. Évidemment, la vitesse en X est toujours la même. On s'entend. J'ai aucune accélération, donc je sais que mon accélération est égale à 0 mètres par seconde et je sais que ma vitesse, je peux toujours la trouver en faisant VI cos θ comme je vous ai montré tantôt. Maintenant, en Y, j'ai des données qui sont importantes. Je sais par exemple que l'accélération est toujours égale à moins 9,8 mètres par seconde carré. Je sais que mon VI, je vais pouvoir, mon VY, ma vitesse, la composante de ma vitesse initiale en Y, je vais pouvoir le calculer en faisant VI sin θ. Par contre, si je lance horizontalement, je sais que cette vitesse-là est égale à 0 parce que le point 1 et le point 2 de ma trajectoire, dans ce cas-ci, va être au même endroit. Donc, c'est des données qui sont importantes. Au niveau du sommet, je sais que ma vitesse est égale à 0 quand je suis au sommet. Ma vitesse en Y, on s'entend, est égale à 0 quand je suis au sommet et que mon Y est maximal. Et finalement, au sol, je sais que ma vitesse va être maximale et généralement, puis là je le dis vraiment, généralement, mon Y va être égal à 0, mais ça dépend des problèmes. Dans certains problèmes, je vais essayer de m'organiser pour que le Y égale 0 soit au point de départ. Donc, ça peut dépendre de votre référentiel, d'où l'importance de bien l'identifier, autant pour vous que pour votre correcteur. Évidemment, ces 3 points-là, des fois, je vais utiliser 2 des 3 points dans la plupart des problèmes, mais je n'utiliserai pas au complet. Par exemple, ici, si je voulais savoir, si on me donne ma vitesse initiale, puis je veux savoir à quelle hauteur va aller ma balle de neige, bien, les points qui m'intéressent, c'est les points 1 et 2. Si par contre je veux savoir ça prend combien de temps avant que la balle de neige se rende au sol, bien à ce moment-là, puis qu'on me donne ma vitesse initiale encore une fois, donc à ce moment-là, je vais utiliser les points 1 et 3, mais je vais ignorer le point 2. Mais c'est vraiment les 3 points importants de ma trajectoire que je vais devoir utiliser quand je vais travailler avec des projectiles. Quand je vous parle de référentiel, donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné un exemple d'une situation pour vous expliquer comment les référentiels peuvent être importants et à quel point ils peuvent être importants. Dans un même problème, je peux utiliser différents référentiels qui vont me donner des données semblables, on s'entend, c'est toujours le même problème, mais qui n'ont pas, dans le fond, dont le sens de la donnée va être différent, tout dépendamment de qu'est-ce qui est en mouvement et qu'est-ce qui est immobile. Donc ici, dans l'exemple que je veux vous donner, je vais avoir un travailleur, un cycliste, une voiture et un camion qui vont à des vitesses différentes et qui vont dans des sens différents aussi. Donc mon travailleur est immobile au départ, donc il est en train de travailler. Je vais avoir un vélo qui circule lentement, une voiture qui circule rapidement et un camion qui circule à une vitesse moyenne, mais vers la gauche. Qu'est-ce que j'observe? C'est qu'au niveau du sens de mon déplacement, j'aurai un travailleur qui est immobile, donc sa vitesse est égale à 0. Je sais que mon cycliste, ma vitesse est plus faible, donc j'ai mis un petit plus. Ma voiture, ma vitesse est plus élevée, j'ai mis 3 plus. Et mon camion, c'est une vitesse moyenne, mais vers la gauche, donc j'ai mis 2 moins. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je garde ma caméra sur mon cycliste? Ici, ce qu'on remarque, c'est qu'en gardant la caméra sur le cycliste, c'est le chantier de construction qui se déplaçait. Donc, dans le fond, la caméra suit le cycliste. C'est ce qu'on appelle le référentiel. C'est ça qu'on appelle le référentiel. Donc, à ce moment-là, mon cycliste est immobile, mon travailleur se déplace vers la gauche,
relativement lentement parce que la caméra se déplace à la vitesse du vélo, fait relativement lentement. La voiture se déplace vers la droite, mais moins rapidement qu'elle se déplaçait la première fois, parce que ma caméra a déjà une vitesse. Donc, la vitesse relative entre la caméra et la voiture, ou si vous préférez, entre le cycliste et la voiture, est inférieure. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai mis 2 plus. Et évidemment, pour exactement la même raison, le camion, il va plus vite qu'il allait avant, parce que il va en sens, sa vitesse est contraire au sens du cycliste. Donc, à ce moment-là, je sais que sa vitesse va être supérieure. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 3 moins. Si je suis la voiture, à ce moment-là, ce que je vois, c'est que le cycliste se déplaçait aussi vers la gauche parce que la voiture roule plus vite que le cycliste. Donc, à ce moment-là, ma voiture est immobile, mon travailleur allait rapidement vers la gauche, mais mon cycliste allait moins rapidement vers la gauche et mon camion allait très, très, très rapidement vers la gauche parce que dans le fond, c'est comme si c'était un face-à-face. Donc, la vitesse relative entre la voiture et le camion est très élevée. Et si je fais la même chose pour le camion, ben vous doutez que c'est exactement le contraire. Donc, tout allait vers la droite. Et à ce moment-là, je vais avoir une voiture qui allait très, très vite, un cycliste qui allait un peu moins vite et mon travailleur qui allait un peu moins vite. Et comme tout allait vers la droite, à ce moment-là, j'établis que tout a des vitesses positives. C'est ce qui met fin à cette dernière vidéo en ce qui concerne la physique 5061. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle qu'il y aura une vidéo sur les calculs de projectiles qui sera en ligne sous peu. Je vous incite fortement à aller la voir. Donc, vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.